les points critiques. Comme il s'agit d'un thème très intéressant que nous devons pratiquer, passons directement aux exercices. Commençons. Nous partons d'une égalité matérielle approximative. Cavalier et pion noir face à une tour blanche. Et le reste est parfaitement équilibré. Dame, fou et 5 pions. Vous remarquerez d'autre part que le roi blanc est très ouvert et qu'il est entouré de pions faibles, alors que toutes les pièces des noirs semblent très bien placées. Après cette analyse préalable, vous disposez de 1 à 5 minutes pour trouver le mouvement que devraient réaliser maintenant les blancs. Vous êtes prêts? Vous avez trouvé? Nous allons le vérifier. Cela n'était pas dit, mais les blancs jouent et gagnent avec échec et mat. Alors félicitations à ceux qui ont su le détecter. Pour ce faire, nous devrons profiter de 2 conjonctures favorables, à savoir que la 8e rangée des noirs est faible et que la puissante batterie fou-dame attaque le point G7. Nous observons alors qu'il existe 2 menaces qui sont défendues par une seule pièce. Le cavalier en E6. La combinaison gagnante est par conséquent tour D8 échec. De cette manière, la tour blanche se sacrifie pour que le cavalier libère sa défense sur le point G7 et que le mat soit possible avec dame prend G7. Si nous l'avions fait dans le sens inverse et que nous avions livré la dame pour commencer, le cavalier aurait pu cacher la tour et le résultat aurait été différent. Alors n'oubliez pas, aux échecs, l'ordre des actions peut être décisif. C'est noté? Alors passons au 2e exercice. C'est au blanc de jouer. Vous disposez de 4 à 20 minutes pour vous concentrer et pour me dire quel mouvement devrait effectuer maintenant le joueur des blancs. N'oubliez pas de réaliser l'analyse préalable pour détecter les points clés. À présent, concentrez-vous. On y va. Alors, difficile? Voyons la réponse. La solution est que les blancs peuvent gagner une pièce en jouant tout simplement cavalier prend D7. Tout autre mouvement permettrait aux noirs de mieux se défendre. Vous aviez trouvé? Si oui, félicitations. Dans le cas contraire, ne vous découragez pas, vous aurez d'autres opportunités. Voyons les différentes combinaisons provoquées par ce coup. Si les noirs prennent avec le cavalier en D7, ils reçoivent échec et mat grâce à l'action de la dame et du fou en C2. Mais le plus probable est que les noirs répondent en prenant D7 avec la dame, en laissant ainsi le cavalier en F6 surchargé, puisqu'il défend en même temps les cases H7 et D7. Les blancs peuvent alors réaliser une bonne combinaison avec fou H7 échec, et si les noirs prennent le fou, ils perdent la dame. Or, si les noirs jouent le roi, les blancs jouent fou F5, faisant ainsi un échec à la découverte avec la dame, et en prenant ensuite la dame sans opposition. Comme vous l'avez vu, une combinaison spectaculaire mais compliquée. Passons à l'exercice suivant. Observez bien cette finale. C'est au tour des blancs et ils jouent B7. Vous disposez de 3 à 15 minutes pour nous dire comment vous défendriez cette position avec les noirs en tenant compte du fait que les blancs veulent promouvoir leurs pions. Vous êtes prêts? Concentrez-vous. Nous allons dévoiler l'énigme. Le coup qui permet de sauver la partie est fou E5, dans la mesure où il déjoue les intentions du pion et il menace de le prendre avec la tour. Si les blancs tentent de soutenir l'avancée de leur pion en jouant tour F8,
les noirs pourraient l'arrêter sans problème en plaçant leur tour en B6. Mais que se passe-t-il si les blancs déplacent leur tour sur E1 ? Les noirs répondent de nouveau avec tour B6 et échangent un fou contre un pion. Une situation qui dérivera facilement en partie nulle. Vous aviez trouvé ? J'espère que oui. Mais revenons à l'échiquier, car il y a une chose que nous ne pouvons pas ignorer. Si vous aviez pensé jouer tour B6, vous avez commis l'erreur de surcharger cette pièce, puisque la tour est maintenant en train d'arrêter le pion et de défendre le fou en même temps. Par conséquent, les blancs prennent le fou échec, ils attaquent la tour, et lorsque les noirs sont obligés de rendre le coup, ils arrivent à promouvoir leur pion. Dans cette partie consacrée à la stratégie, nous allons parler d'un thème fondamental, les colonnes ouvertes et semi-ouvertes. Dans la mesure où, grâce à ces dernières, des pièces telles que les tours développent tout leur potentiel, il serait intéressant de découvrir de quelle manière nous pouvons leur ouvrir le chemin. Nous commençons ? La première chose à savoir, c'est qu'une colonne fermée est une colonne dans laquelle les pions bloquent l'action des tours. Lorsque les colonnes ne sont pas fermées, elles peuvent être ouvertes ou semi-ouvertes. Regardez. Dans une colonne ouverte, il n'y a pas de pion. C'est le cas ici de la C. Alors que dans une colonne semi-ouverte, il n'y a que des pions d'une seule couleur, à savoir les colonnes E et F ici. Nous pouvons ainsi dire que la colonne E est semi-ouverte pour les blancs et que la F l'est pour les noirs. Ce sera sur ces trois colonnes que les tours déploieront tout leur potentiel en tentant de pénétrer sur le territoire ennemi. Revenons à l'échiquier. Il arrive souvent qu'une colonne ouverte provoque des échanges de tours. Les noirs pourraient ici bientôt échanger, et une fois que les blancs prendront en C1, ils pourraient de nouveau offrir l'échange de l'autre tour. Imaginons que la partie continue avec roi F2. Les noirs pourraient alors échanger une tour, puis offrir l'échange de l'autre. Si les blancs renoncent à cet échange, les noirs s'emparent de la colonne, en acquérant ainsi un avantage important. Les colonnes semi-ouvertes, quant à elles, facilitent généralement l'attaque contre les pions ennemis. La tour blanche fait pression et attaque le pion en E6, lequel a besoin ici de la protection constante du fou. En revanche, lorsque le pion est bien défendu, comme c'est le cas de F4, l'effectivité de la colonne semi-ouverte est limitée. Dans cette situation, nous pouvons dire que le pouvoir de la tour blanche est supérieur à celui de la noire, puisque la première fait pression sur un point vulnérable, E6, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Nous allons apprendre toutes ces subtilités de position grâce aux exemples suivants. Ce premier exemple correspond à une partie ayant opposé Anatoly Karpov à Svetozar Glikorykh en 1973. Karparov avait préparé le milieu de jeu pour s'emparer et profiter d'une colonne ouverte, latérale dans ce cas. Bien qu'elle ne possède pas l'importance d'une colonne ouverte centrale, Karpov l'utilise pour pénétrer dans la position ennemie en plaçant sa tour en A7. Les noirs, quant à eux, décident d'attaquer le fou en H6 en jouant cavalier à G8. Karpov décide alors de réaliser un échange de pièces pour ensuite doubler ses tours et renforcer sa présence sur la colonne ouverte. Grâce à ce coup, Karpov parvient à contrôler la seule voie de pénétration vers la position ennemie, ce qui sera vital compte tenu du blocage que provoquent les deux chaînes de pions qui se trouvent au centre de l'échiquier.
Lorsqu'il obtient le contrôle de la seule colonne ouverte, Karpov commence à en tirer profit en utilisant des méthodes indirectes, consistant entre autres à attaquer l'aile que son adversaire ne peut pas couvrir, car il est centré sur la défense d'un ou de plusieurs points concrets. Regardez. Il déplace le fou pour faire pression sur B5. Les noirs le défendent, et Karpov décide de tripler l'action sur la colonne ouverte en y plaçant les 3 pièces lourdes. Puis, profitant de l'effet trampoline que lui offre cette colonne, il décide d'entrer avec la dame. Les noirs tenteront alors de le gêner avec leur mouvement suivant, jusqu'à ce qu'ils décident de jouer leur cavalier pour protéger doublement le point D7, menacé par la tour blanche en A7, montrant ainsi la surcharge de la dame noire dans la défense des cases B6 et D7. Regardez. Il joue cavalier F6 pour doubler la défense sur D7. Mais Karpov joue cavalier G4 en insistant sur son plan de surcharger les pièces noires. Face à cette pression, Gligoric est obligé de se replier pour mieux se défendre. Le Serbe joue tour B8, alors que Karpov continue d'échanger les meilleures pièces de son adversaire, jusqu'à ce qu'il réussisse à attaquer B5 avec une de ses tours et le fou en D3. Karpov continue alors de renforcer sa situation sur l'aile roi, jusqu'à ce que les noirs décident d'exécuter l'échange de tours et de sacrifier le pion situé en B5. Comme nous pouvions nous en douter, Gligoric finit par perdre le pion et la partie, principalement à cause de la colonne que Karpov avait réussi à ouvrir. Voyons maintenant un deuxième exemple qui nous permettra d'analyser rapidement une partie entre 2 champions du monde, Garry Kasparov et Tigran Petrosyan. Nous pouvons observer dans cette situation comment Kasparov, alors âgé de 19 ans, a pu obtenir le contrôle total des colonnes ouvertes. Jouant de manière décidée, il offrit l'échange de dames en la déplaçant sur D6, et il assura l'entrée de sa tour en C7. Paralysés, les noirs remarquèrent que leurs 2 tours étaient inactives. Comme vous pouvez le constater, le contrôle des colonnes ouvertes permet en règle générale d'obtenir la victoire. Kasparov obtiendrait ici l'une des meilleures victoires de sa carrière face à un rival ayant 30 ans de plus que lui et ex-champion du monde. Voyons maintenant l'issue de la partie. Face à une telle avalanche, les noirs auraient peut-être pu tenter de chasser le cavalier, d'avancer leur pion du roi et de permettre le développement du fou. Or, rien n'aurait pu les sauver d'une attaque puissante sur B7 et les empêcher de céder face à la pression exercée par 3 pièces blanches. Par conséquent, le joueur des noirs n'avait aucune issue. Voyons pour finir 2 exemples de colonnes semi-ouvertes. Dans cette première situation, nous pouvons voir la pression exercée par les blancs sur E6. Leur prochain coup est fou G4, afin d'attaquer E6 avec 4 pièces. Les noirs tentent de se défendre avec tour F6. Et les blancs répondent avec dame A3 en changeant rapidement de front pour continuer à créer des menaces. Ce qui, comme nous l'avons vu, est une réaction typique lorsque les pièces du rival sont occupées à défendre. Les noirs ne peuvent plus résister de manière efficace, car s'ils jouent dame C7, une autre option leur ferait perdre le pion E6 ou A7, ils auront un problème de pièces surchargées en défendant le fou et la tour en même temps. Au cours de la partie, les noirs abandonnent le pion en E6, le blanc le capture et obtient un pion de plus et une meilleure position, ce qui lui permettra de gagner en quelques coups. Nous venons de voir comment un avantage positionnel peut engendrer un gain matériel. Voici un dernier exemple dans lequel nous verrons comment tirer profit d'une colonne semi-ouverte.
Dans ce cas, les blancs disposent de la colonne E pour jouer sur la troisième rangée avec leur tour. La tour se déplace sur E3, ce qui lui permet au coup suivant de passer à l'attaque depuis G3 en profitant de la colonne semi-ouverte artificielle G3, G8, malgré la présence d'un pion blanc derrière la tour. Imaginez quelles colonnes s'ouvriront et placez-y vos tours avant votre adversaire.